Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ensemble pour les 30 prochaines minutes. Pour nous accompagner ce soir, le maire de Guyancourt, François Deligné. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. François Deligné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 11 septembre 1957, vous avez donc 57 ans. Marié, père de 2 enfants, vous êtes Guyancourtois depuis 30 ans. Votre carrière professionnelle, vous l'avez débutée dans le monde éducatif dans les années 70. Vous étiez alors directeur d'école, puis enseignant spécialisé. Avec votre expérience, que pensez-vous de l'action menée actuellement par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale ? Alors évidemment, tout ce qui concerne l'éducation, comme c'est une priorité et que c'est mon métier d'origine et que c'est aussi l'avenir, j'y suis très sensible. Ce que je dirais en un mot, c'est que dans les années passées, on a connu 15 000 suppressions de postes par an, chaque année, avec ce qui était vraiment une destruction finalement du service public d'éducation. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, notre ministre essaye de se battre pour rétablir la formation, c'est très important la formation des enseignants, redonner des moyens pour avoir des remplaçants par exemple dans les écoles ou pour permettre l'accueil des petits en maternelle. Votre carrière politique, vous l'a commencé en 1989, date à laquelle vous intégrez le conseil municipal de la ville. Vous occupez également dès 1996 des fonctions au sein de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous montez progressivement les échelons pour devenir maire de Guyancourt en 2002, conseiller général des Yvelines en 2008 et vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec vous, nous allons parler de votre ville et de la Casquie. Nous entendrons également vos opposants politiques, mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Le Money Time, vous connaissez François Deligné puisque vous êtes déjà venu dans cette émission. C'est une série de questions-réponses rapides sans piège. Bien entendu, d'ici le 8 mars, chaque logement devra être équipé d'un détecteur de fumée. Ça sera obligatoire. Est-ce déjà le cas chez vous ? C'est en train de se faire. En tout cas, 70% des incendies mortels surviennent la nuit. Quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma ? Si vous avez le temps d'aller au cinéma. Alors la dernière fois, je vous ai dit que je n'avais pas eu le temps d'aller au cinéma. Oui, je vous avais posé la même question, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, et le dernier film que j'ai vu, c'était à la télévision et non pas au cinéma, par manque de temps. Dans un sondage Odoxa, 67% des Français pensent que François Hollande est un mauvais président. Vous trouvez ce jugement sévère ? Écoutez, j'ai l'impression que ces dernières semaines, et ça nous renvoie à une actualité récente et très grave, il y a eu quand même de la part de nos concitoyens peut-être un regard sur la fonction présidentielle un peu différente, lié sans doute à la gestion extrêmement difficile mais extrêmement forte de la crise que nous venons de vivre. Demander aux postiers de devenir examinateur du permis de conduire, de rendre visite aux personnes âgées isolées, de livrer des médicaments ou bien de relever les compteurs. Autant de solutions proposées par la Poste pour contrer la chute du courrier. Votre avis là-dessus, est-ce la bonne solution, toutes ces nouvelles missions ? Je ne suis pas pour la chute du courrier, je suis pour qu'il soit livré. Donc j'aime bien les facteurs qui livrent le courrier. Alors la Poste emploie en tout 90 000 facteurs aujourd'hui. Le projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République sera examiné à partir de mardi à l'Assemblée nationale. Quelles sont vos craintes sur ce projet de loi ? Alors je peux avoir des craintes et je peux avoir des espoirs. Allez-y. Des plus loin espoirs. Alors dans le cadre de l'espoir, prenons les élections départementales dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. C'est la première fois que grâce à la nouvelle loi, on pourra avoir la parité au conseil départemental. Ça ne sera plus le conseil général, mais le conseil départemental. Mais vous voyez, aujourd'hui, sur 39 élus, il y a 6 femmes. Demain, il y aura la moitié. Il y aura 21 femmes. Exactement. Ça, c'est une bonne chose. Après, moi, je suis toujours pour les lois qui rapprochent l'élu du citoyen. La démocratie représentative, mais la démocratie où on peut avoir la proximité avec les habitants. Je pense que ça peut être le cas pour les départementales. C'est sans doute moins le cas pour d'autres lois, mais je vous donne un petit peu ma lecture. Le musée Grévin compte un nouveau pensionnaire. De qui s'agit-il ? Le savez-vous ? Un indice, c'est un joueur de football plutôt connu.
Ah non, bah alors là, je vais forcément donner le mauvais nom. Non, je ne sais pas. C'est Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant du PSG. PSG. J'aurais pu trouver alors. Qui serait pour vous le meilleur candidat de la gauche au régional en Île-de-France en décembre prochain? Alors sans doute parce que j'évoquais tout à l'heure les élections départementales, je suis concentré sur cette échéance locale et départementale. Donc sans doute pour cette raison, je ne suis pas encore dans cette préoccupation. Ça viendra en décembre. Un contrat civique avec un service universel pour les jeunes devrait voir le jour sur la base du volontariat. N'aurait-il pas fallu rétablir le service militaire obligatoire? Tel qu'il était avant, peut-être pas. Par contre, ce qu'il y avait d'intéressant, sans doute, dans ce qu'on appelle le service militaire de l'époque, c'est un apprentissage du vivre ensemble, des règles de la République et de la citoyenneté. Et ça, sans doute sur des formes plus modernes, il faut arriver à le retrouver, ça j'en suis persuadé. L'hebdo politique sur Sensation. François Deligné, pour ce premier thème de l'hebdo politique, on va aborder des dossiers qui concernent votre commune et 50 ans en Yvelines. C'est votre 3e mandat de maire de Guyancourt. À ce propos, comment se déroule ce nouveau mandat? Est-il plus difficile que les autres depuis que la Casquille a basculé à droite ou pas? Alors c'est 2 questions en une. Sur ce début de mandat au niveau municipal, j'ai la chance et puis même la fierté d'être à la tête d'une équipe dynamique, alors à la fois renouvelée mais en continuité, et avec un projet de ville, c'est important, des engagements pris et une équipe vraiment mobilisée pour tenir les engagements. Entre le début du mandat, c'est il y a moins d'1 an, et aujourd'hui, on a déjà fait des réalisations. Je pense à l'ouverture du nouveau groupe scolaire, je pense à la mise en place des rythmes scolaires, je pense aussi, et c'était plus récent, à l'ouverture du multi-accueil pour la petite enfance. Et demain, on continuera, on aura encore de nouvelles réalisations pendant cette année. Et j'allais dire que les engagements pris ils sont sur 6 ans. Et notre objectif, je le dis avec force, parce que c'est ça la crédibilité d'un élu, et c'est ça le rapport avec les habitants, c'est à l'échelle du mandat, nous tiendrons 100% des engagements. Donc vous voyez, au plan municipal, une vraie mobilisation et une fierté. Au plan de la Casquille bascule alors, au plan de la communauté d'agglomération, plus difficile votre métier, je dirais que là, pour le moment, moi j'attends et je le dis avec force, j'attends de l'exécutif, du nouvel exécutif de la communauté d'agglomération, qu'il prenne en considération les communes, au sens où il vaut mieux, et c'est ça le sens de l'intercommunalité, être une coopérative de communes, mettre ensemble ce qui nous rend plus forts. Pour l'instant, ce n'est pas le cas depuis mars. Je trouve que dernier. Pour le moment, il y a une conception de l'exécutif qui n'est absolument pas dans le partage. Nous avons certes des vice-présidents, je suis vice-président, mais quand on regarde les conditions de préparation du budget 2015, alors que nous sommes déjà en février et qu'on n'a aucun élément, sauf des signes un petit peu inquiétants dans des domaines comme celui de la culture, celui des services publics ou celui aussi des finances en général, oui, il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce que c'est digérer ce basculement à droite de la Casquille pour la gauche du territoire de 50 ans en Yvelines, ou c'est encore du mal à passer? C'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. Ça, c'est curieux. C'est une légende. Non, mais j'ai entendu l'actuel président dire 2 choses étonnantes. La première, c'est de dire c'est la première fois qu'il y a un président de droite. Non, au tout début de 50 ans en Yvelines. Alors la première fois depuis longtemps en tout cas. Ah bah oui, mais c'est pas pareil. Donc c'est pas la première fois. Et puis l'autre chose étonnante que je l'ai entendu dire, c'est, il a dit, et là c'était au vœu de Montigny, ce qui est bien, c'est que maintenant en tant que maire de Montigny, le maire de Montigny et le président de l'agglo, donc lui-même, sont d'accord ensemble. Moi, ce que je pense, c'est qu'un président de l'agglo, il doit trouver les points d'accord avec non pas un maire, mais avec les 7 maires. En tout cas, cette défaite. D'autant plus que je rappelle que c'est une majorité qui est liée au nombre de conseillers communautaires. Il n'en reste pas moins, puisque vous parlez de défaite, que les 4 communes de gauche sont restées à gauche. À Guyancourt, on a fait le meilleur score. On est bien une commune de gauche, on a fait le meilleur score au municipal. C'est très drôle qu'à chaque fois on me parle de défaite alors qu'on a fait le meilleur score. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'avec la nouvelle loi, le nombre de conseillers communautaires fait qu'il n'y a pas, comme je l'ai entendu dire, une très large majorité à droite. Il y a 25 conseillers communautaires de droite et 23 de gauche. Je pense qu'avec cet équilibre-là, on doit pouvoir travailler les mutualisations dont je parlais tout à l'heure, peut-être de manière plus partenariale, peut-être avec le sens de ce que j'appelle une coopérative de communes, et peut-être avec des objectifs partagés et non pas dans le rapport de force.
Alors en ce moment, qu'est-ce qui rime avec élargissement? Les derniers arbitrages tablent vers une fusion avec la communauté de communes de l'Ouest parisien, plus les communes de Coignères et Maurepas. La gauche de Saint-Quentin était plutôt favorable, elle, à un élargissement vers l'Essonne et le plateau de Saclay. C'est donc finalement un revers, on peut dire, pour le moment. L'avenir de l'agglo vous inquiète-t-il aujourd'hui? Alors, quand vous parlez de revers, moi je dirais que si on regarde les choses avec réalisme, il est une évidence, c'est que pour le contour de la future intercommunalité, nous ne sommes pas les seuls à décider. Donc on peut avoir un avis, et d'ailleurs à Guyancourt on l'a exprimé, on pense qu'il faut regarder aussi avec l'opération d'intérêt national pour que les élus pèsent à ce niveau-là. Bon, si on ne le fait pas dans le cadre d'un nouveau périmètre, il faudra le faire de toute façon. Mais après, je viens de le dire, on n'est pas les seuls à décider. Pour avoir ce rapprochement que vous évoquiez, il aurait fallu que côté Essonne, il y ait la même volonté. Dont acte. Ça vous inquiète pas, donc l'avenir de l'agglo du côté de la communauté de communes de l'Ouest parisien, ce serait pas forcément un problème? Non, ce qui compte maintenant, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est comment une intercommunalité est au service des communes et des habitants des communes. Si on a un exécutif d'une communauté d'agglomération qui confisque des leviers ou des pouvoirs, alors qu'il s'agirait normalement plutôt de travailler ensemble et de faire ensemble, à ce moment-là, c'est un problème. Et j'allais dire, quel que soit le périmètre. Donc ma position, elle est très simple. Je sais que nous ne sommes pas les seuls à décider du contour de l'intercommunalité, et que c'est d'ailleurs complexe puisqu'il fallait respecter les cadres de la loi, les 200 000 habitants, le fait qu'aucune commune ne reste seule. Et on a encore des problèmes devant nous. On l'a vu, ce que je dis, c'est un simple commentaire. Vous avez vu que le maire de Coignères vient de démissionner parce que du coup sa commune va rentrer dans une configuration qu'il ne souhaitait pas. Donc tout n'est pas réglé. C'était le seul qui semblait... Voilà, tout n'est pas encore réglé. Tout n'est pas simple. En même temps, il y a une loi, elle doit être appliquée. On n'est pas les seuls à décider puisque les autres communes doivent dire leur mot. Je pense que sur le sujet de l'opération d'intérêt national, c'est-à-dire avec le plateau de Saclay, on l'a vu d'ailleurs, vous savez, on a eu une réunion publique lundi soir sur le contrat de développement territorial à l'UGC. C'était étonnant. Dans le cadre du Grand Paris. Voilà, dans le cadre du Grand Paris. On a vu que l'essentiel des grands projets était vraiment sur Saint-Quentin-en-Yvelines et la communauté du plateau de Saclay. Donc, si on n'est pas dans la même intercommunalité, il faudra quand même qu'en tant qu'élus de territoire, on puisse, les uns et les autres, dans nos périmètres respectifs, faire entendre notre voix, parce que l'essentiel, moi je l'ai toujours dit, c'était d'éviter une interco à 800 000 habitants. Il y avait unanimité sur le sujet. Ça c'est sûr, ça sera évité. Bah oui, puisqu'il y a unanimité des élus et j'en faisais partie. De droite et de gauche. Exactement. En tout cas. Et le deuxième point, c'est de faire en sorte que sur les projets d'avenir, qu'on soit ou non dans la même intercommunalité, il faudra faire en sorte que les élus locaux puissent à un moment donné peser. Alors de la même manière que je disais qu'une interco ne peut pas faire sans l'avis d'un maire, eh bien moi je souhaite que à l'échelle de l'opération d'intérêt national, on ne puisse pas faire sans l'avis des élus que nous sommes. En tout cas, avec la probable fusion en 2016, la Casqui comptera près de 230 000 habitants et 12 communes contre respectivement 145 000 habitants aujourd'hui et 7 communes actuellement. Parlons de votre ville maintenant, Guyancourt, et un mécontentement a fait la une de l'actualité ces derniers temps, c'est celui des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, on les appelle aussi les ATSEM. Fin janvier, elles manifestaient pour récupérer 5 jours de congé pour pénibilité qu'elles avaient obtenu il y a des années et qu'elles se sont vues supprimer par la mairie. Où en est-on aujourd'hui? Avez-vous trouvé un terrain d'entente avec elles? Alors là, le conflit est-il fini? Je vais vous décevoir parce que j'imagine que vous pensez que c'était pour un sujet d'actualité, mais en fait c'est déjà derrière nous largement puisque le sujet a été totalement réglé et avec les ATSEM elles-mêmes. Alors vous l'avez dit d'ailleurs dans votre présentation, vous dites il y avait toute une histoire ancienne. Ouais. Par rapport à un certain nombre de 5 jours de congé de pénibilité. Bah oui, sans refaire toute l'histoire. Vous savez, comme tous les personnels, il y a eu des organisations de la semaine qui ont évolué dans le temps. Il y a une époque, elles travaillaient le samedi, après elles n'ont plus travaillé le samedi. Elles ont maintenant des nouveaux horaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on prend leur temps de travail au total, à Guyancourt, elles ont 54 jours de congé. Elles auraient souhaité avoir 54 jours non travaillés. Elles auraient souhaité avoir en plus 5 jours qu'elles avaient auparavant, en sachant que depuis, il y a d'autres jours qu'elles ont eu en compensation. 54 jours, faites le calcul en temps annuel, c'est en dessous du temps légal des 35 heures et lié à un certain nombre de jours octroyés, non travaillés. Et donc, il n'était pas possible d'aller au-delà.
Et la manière dont on l'a réglé, c'est très simple. C'est que j'ai proposé qu'il y ait une prise en compte financière au titre de ce sentiment de perte qu'elle pouvait avoir, puisque ces jours préexistaient. Mais aujourd'hui, c'est parfaitement réglé. Et alors, ce que me disent les ATSEM, c'est très important, c'est que ça s'est réglé de manière sereine et dans un échange réel. Et comme moi, elles n'ont pas tout à fait apprécié le fait que certains essayent de politiser un sujet qui est un sujet finalement de statut personnel et de temps de travail, et qu'on a pu poser ensemble. Puisqu'on parle éducation, on a bien compris que le sujet était réglé. Puisqu'on parle éducation et enfance, vous avez inauguré le mois dernier un nouvel espace multi-accueil pour la petite enfance, en plus de celui déjà existant sur la commune. La ville compte également 6 crèches collectives. L'offre est suffisante aujourd'hui pour les plus petits, ou il y a encore des efforts à faire sur Guyancourt? Vous estimez que c'est bon? Alors là, vraiment, on a atteint un niveau très intéressant. Vous savez que nous n'avons pas 30 000 habitants. Avec ce que vous venez de décrire, ça représente, en termes de berceaux municipaux, environ 430. 430, si on regardait par exemple Versailles, qui a beaucoup plus d'habitants, qui est ville-préfecture, elle n'a pas ce nombre-là. Alors nous, c'est parce qu'on a une population jeune, donc on a tenu à être à la hauteur des besoins, parce que si on est ville de l'enfance, si on a le label petite enfance, on se doit d'être à la hauteur des besoins. Alors nous le sommes, et nous le sommes dans la diversité des besoins, parce que le multi-accueil, qu'est-ce que c'est? C'est une structure collective. Elle est adossée à une crèche collective et elle a comme particularité d'être très souple et de répondre aux besoins très spécifiques. Les temps partiels, une personne handicapée, enfin un enfant handicapé, des familles monoparentales qui ont des besoins spécifiques, avec des horaires et des contrats sur mesure. Donc on a bien les crèches collectives, on a les multi-accueils, nous avons toujours les crèches familiales, nous avons la halte garderie, et nous avons, en plus de ces 435 berceaux, nous avons aussi les crèches d'entreprise ou multi-entreprises, comme les 2 crèches qui ont été inaugurées avec Renault récemment. L'offre est donc suffisante. Un mot maintenant sur le budget de Guyancourt. Le budget primitif a été voté en décembre dernier. Il s'élève à un peu plus de 59 millions d'euros. C'est moins qu'en 2014, beaucoup moins qu'en 2013. Il était alors de 72 millions d'euros. Comment faites-vous pour réaliser des économies en ces temps difficiles pour les communes? On sait que les dotations de l'État baissent, c'est moins d'investissements, moins de services. Comment on fait? Comment on trouve les économies sur quel budget précisément? Alors, vous avez raison, toute la difficulté pour l'ensemble des communes, c'est de faire face au nouveau contexte économique. Vous avez parlé de dotations en moins, mais il y a également aussi des subventions, voire des aides. Le Conseil général des Yvelines, par exemple, a limité ces aides aux communes. Pour Guyancourt, je suis souvent intervenu pour dire attention, on a des besoins, et ça doit être le rôle, notamment dans le domaine social, du département d'y répondre. Et donc la solution, elle n'est pas simple. On est dans un travail permanent pour à la fois maintenir les services publics, parce qu'on ne veut ni baisser les services, ni augmenter les impôts. Donc c'est moins d'investissement peut-être? Alors pour les investissements, on les fait avec beaucoup de rigueur. C'est-à-dire que, par exemple, à Guyancourt, quand on a besoin de mètres carrés supplémentaires pour un service, on essaye toujours de reprendre des mètres carrés existants et de ne pas en créer des nouveaux. Et on a même eu des mètres carrés existants, alors convertis, une ancienne école devenue salle des fêtes prêtée aux familles avec location, ou louée à une entreprise. Et c'est par ce biais-là, et avec une rigueur très très forte, qu'on essaye de tenir les deux bouts, c'est-à-dire le maintien des services de proximité, mais aussi le fait de ne pas avoir augmenté les impôts locaux depuis 2008. À ce propos, est-ce que ça sera tenable, ça, jusqu'à 2020? Vous pensez que vous pourrez maintenir les mêmes taux des impôts locaux? Ou alors, sur le long terme, vous vous inquiétez vraiment et vous pensez qu'il va falloir un moment y passer, malheureusement? Alors, toutes les communes sont préoccupées, et c'est normal. Et donc, dans cet exercice contraint que je signalais tout à l'heure, moi, je me donne comme règle de conduite d'essayer au maximum de rester dans ce qu'on appelle des impôts stables. Quand je dis pas d'augmentation des impôts, parfois, on en parlera peut-être tout à l'heure pour les départementales, mais les champions de l'anti-impôt, le département, pendant la même période, la majorité départementale, elle a augmenté ses impôts de 14,8%. Guyancourt, 0%. C'est l'heure de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. On entendra vos opposants politiques. L'Hebdo Politique, vous avez la parole.
De retour dans l'hebdo politique, en compagnie de François Deligné, maire de Guyancourt et conseiller général des Yvelines. On va entendre maintenant vos opposants politiques, à commencer par Ladislas Skura, conseiller municipal d'opposition de droite. Il revient sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à Guyancourt. Écoutez. Sur le dossier, il y a un manque de transparence. Nous, personnellement, en tant qu'élus, on n'a rien eu en la matière. Pas d'informations, pas de tableau chiffré. J'ai même fait, moi, personnellement, la demande par courrier à Madame Le Ternec, première adjointe à Guyancourt et chargée de la petite enfance et de la jeunesse, de pouvoir me recevoir pour discuter de ce dossier. Madame Le Ternec a refusé de me recevoir, a refusé de recevoir les élus d'opposition. Et ce manque de transparence concerne aussi, surtout, les parents eux-mêmes et les écoles. Il y a une inquiétude sur le contenu des activités qui n'ont pas été présentées aux parents. D'ailleurs, sur ces contenus des activités, certains directeurs d'école constatent que les activités sont de qualité douteuse. Il y a des jeux de ballon ou des coloriages. Je ne suis pas sûr que ces activités soient en directe ligne avec l'esprit de la réforme. Et d'ailleurs, ces directeurs d'école souhaitent simplement des activités un petit peu plus construites, avec notamment des équipes d'animateurs avec des formations qui font l'objet également d'un peu plus de transparence. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui sont ces animateurs. On ne sait pas comment ils ont été formés, par qui, quand, en combien de temps. Dans certaines écoles, il y a juste quelques trombinoscopes, mais rien de plus. Donc ça, je pense que c'est un vrai problème simplement de méthode, de concertation, de discussion. Ladislas Skura, élu d'opposition de droite, vous reproche de ne pas avoir assez parlé, discuté avec lui, avec les écoles, les professeurs, les acteurs, on va dire, de la société civile sur la réforme des rythmes scolaires. Vous lui répondez quoi ? Quelle caricature. Je souris, oui, c'est l'expression de l'opposition de droite. Alors à cela, il y a une réponse, ce sont les faits. Avant la mise en place, en septembre 2014, puisque nous avions fait le choix à Guyancourt de prendre 18 mois de concertation avec l'ensemble des acteurs. Alors c'est vrai que M. Skura n'était pas là. Mais pendant ces 18 mois, il y a eu des dizaines et des dizaines d'heures de réunions avec les enseignants, donc entre les services de la ville et les enseignants, avec les fédérations de parents d'élèves. Nous avons y compris, pendant ces mois, établi un questionnaire extrêmement complexe pour arriver à voir quelle était la demande sociale et comment on pouvait essayer d'y répondre. On a eu, et ça c'est formidable en termes de retour des familles, ça montre d'ailleurs, et je salue les familles de Guyancourt, qui ont à plus de 80% répondu au questionnaire. Il fallait en gros entre 15 à 20 minutes pour répondre à l'ensemble des questions. Il nous a fallu encore plus de temps avec les fédérations de parents d'élèves pour en tirer l'analyse. Donc c'est une caricature de dire qu'il n'y a pas eu de... Enfin, c'est même pas une caricature, c'est même c'est à côté de la plaque. Il y a eu toute cette concertation. Plus encore, évidemment, une fois la mise en place faite au mois de septembre, nous continuons à regarder de très près. Il y a des ajustements à faire encore ? Ici ou là, il peut y avoir des ajustements. D'ailleurs, la loi prévoit... Quel type d'ajustement ? Je vais vous donner un exemple, le contenu des activités pendant la pause méridienne, ou la manière dont s'organise en maternelle le lien entre le temps de la pause méridienne, qui est un temps ville, avec la reprise du temps scolaire, sachant qu'il y a la sieste et donc une prise en compte à avoir. Des sujets comme ceux-là qui sont des... Alors vous savez, moi je suis en plus enseignant, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis de très près le fonctionnement c'est un sujet auquel vous tenez des écoles, on y tient particulièrement, on a à cœur de travailler avec les fédérations de parents d'élèves et avec les enseignants, on continuera à le faire d'ailleurs. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, là, à la rentrée des vacances d'automne, j'avais réuni l'ensemble des représentants de toutes les écoles. Mais je n'ai pas eu une expression d'opposition. Là, on a une opposition qu'on a entendue qui est une opposition politicienne, mais je parle d'opposition à un dispositif. Par contre, moi, je reste disponible, évidemment, pour tout ajustement, pour toute régulation, pour toute amélioration. Ça me semble évident. Et puis un dernier mot, quand on dit que l'adjointe n'a pas voulu répondre, c'est totalement faux. La question a été posée en conseil municipal et a fait l'objet d'une longue réponse. Puis, on a eu un courrier avec une demande et l'adjointe en question a répondu qu'elle souhaitait savoir précisément quels étaient les documents et quelles étaient les questions qui étaient abordées. Et on a eu une fin de non-recevoir et un tract politicien dans la ville. Mais vous savez, moi, ce que je pense, c'est que ça n'intéresse pas forcément les familles de le prendre sous cet angle-là. Par contre, la vraie question de l'avenir des enfants, de la manière dont l'éducation est organisée en tant que priorité, de la manière dont la parentalité peut s'exercer aussi à Guyancourt. J'ai un exemple, hier soir, plus de 200 familles étaient avec Madame... oui, mais c'est l'éducation, alors. Oui, je sais que vous y tenez, mais c'est pour qu'on puisse Catherine entendre Dolto était à Guyancourt hier, il y avait plus de 200 parents qui étaient là.
et on était avec tous ces habitants, et je peux vous dire que là on est sur des vrais sujets qui à ce moment-là comptent pour les familles, on n'est pas dans la polémique quoi. On va entendre maintenant les candidats qui se présentent sur le canton de Montigny pour les départementales du 22 mars prochain, date du premier tour de l'élection. Vous êtes, je le rappelle, le candidat sortant et vous formez un binôme sur ces élections avec Sandrine Grandgambe, numéro 1 du Parti Socialiste dans le département, et pour ces élections vous affronterez notamment Michel Laugier, président de la Casquie et maire de Montigny-le-Bretonneux, candidat de la majorité UMP-UDI. On l'écoute. Aujourd'hui, je souhaite renforcer, moi, ce partenariat entre le conseil départemental et notre agglomération et la ville de Montigny et la ville de Guyancourt. Ça me paraît indispensable, mais comme je vous dis, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait complémentaire. Donc je pense aujourd'hui être celui qui peut le mieux incarner ce rapprochement, puisque les fonctions qui sont les miennes vont me permettre d'être vraiment très très efficace dans cette vision de partenariat. C'est indispensable que nous ayons vraiment une synergie renforcée entre le département et les collectivités que sont une intercommunalité ou une commune. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, pour moi, c'est indispensable. Et puis, je vais simplement dire à tous ceux qui m'ont fait confiance jusqu'à présent, qui continuent à me faire confiance, puisque ça a quand même payé depuis pas mal de temps. Quand Michel Laugier dit que c'est lui le mieux placé pour renforcer le partenariat entre les différentes collectivités, lui président de la Casquie et maire de Montigny, vous dites attention, tous les pouvoirs dans les mains du même homme, c'est dangereux ou pas ? Je faisais la remarque tout à l'heure en disant il s'entend bien avec lui-même en tant que président et maire, donc il s'entendra mieux avec lui-même en tant que président, maire et conseiller général, c'est ce qu'il vient de nous dire je crois, mais plus sérieusement. On est sur l'enjeu des élections départementales. Alors, moi, je suis conseiller général sortant. Demain, on dira conseiller départemental, ça sera le nouveau mot, mais c'est la même fonction. C'est celle qui consiste à représenter les habitants d'un territoire, en l'occurrence Montigny et Guyancourt, au niveau du département. Dans un département qui a une majorité très à droite. C'est-à-dire que le seul argument que j'entends de la part de M. Laugier, c'est moi, je ferai partie de cette majorité. Actuellement, il y a 28 élus au Conseil général de droite et 11 de gauche sur les 39. Voilà, mais vous avez entendu que le président sortant, M. Bédier, veut le grand chelem. Ce qu'il appelle le grand chelem. Alors le grand chelem en matière de rugby, moi j'adore. En matière de politique, c'est la volonté d'éradiquer toute opposition. Je ne suis pas surpris de la part de M. Bédier, mais je voudrais dire une chose. C'est que quand M. Laugier dit voilà ce que je pourrais faire avec la majorité, moi je réponds, le département des Yvelines, il est le 3e département le plus riche de France. En matière d'action sociale, qui est la compétence première des départements, on est 20% en dessous de la moyenne, c'est-à-dire qu'on est dans les 5 derniers. Dans un département contrasté, comme celui des Yvelines, vous avez des secteurs très riches, mais vous avez aussi des secteurs plus pauvres. Voilà, des endroits plus défavorisés, plus fragilisés, et des besoins. Je dis, est-ce qu'on a besoin d'un conseiller départemental supplémentaire à la majorité qui voudrait être hégémonique et déjà extrêmement à droite, ou est-ce qu'on a besoin d'une voie libre, d'une voie qui va dans le sens de la justice sociale et qui rappelle ce qu'est normalement le rôle d'un département. C'est ce que j'ai fait moi pendant 7 ans avec un bilan que je présenterai aux habitants. Un bilan parce que dans le domaine de l'action sociale, dans le domaine de la défense des collèges publics, dans le domaine également des déplacements, dans le domaine de l'aide à la vie associative, culturelle ou sociale. J'ai un bilan et je pars avec des propositions et il vaut mieux un élu qui fait entendre une voix et qui fait que les habitants pourront être pris en compte plutôt que quelqu'un qui fera partie d'une assemblée qui n'a même pas besoin de lui. Autre candidat déclaré sur le canton de Montigny, c'est Sylvain Grison, candidat du Front National. Il forme un binôme avec Martine Vergue. Je vous propose de l'entendre sur les thèmes sur lesquels il compte faire campagne, lui. Qui suis un ancien militaire, un ancien de la gendarmerie nationale, essentiellement la sécurité. Et quand on voit et quand on lit notamment certains articles parus dans la presse très récemment, on ne peut que s'inquiéter de cette évolution. Et ça, malheureusement, je dirais cette évolution, notre gouvernement, et quand je dis le gouvernement, c'est au sens très large, puisque le gouvernement se décline également aussi au niveau départemental, rien n'a été fait depuis pratiquement 30-40 ans. On a fermé les yeux, on a laissé faire, et on voit aujourd'hui où l'on en est.
De toute façon, nous sommes par principe très optimistes. La preuve, c'est que j'ai été élu au mois de mars dernier. Donc il n'y a pas de raison que nous ne continuions pas, je dirais, dans cette voie-là. Il est clair que la partie ne sera pas facile, mais je pense qu'au travers des scores qui ont été réalisés, notamment aux européennes, dans certaines communes, et en particulier dans celle de Guyancourt, qui n'attend peut-être justement que cela pour se manifester et que certains électeurs révèlent en fin de compte leur vote, parce que je pense que beaucoup se sont retenus jusqu'à présent, mais ils n'attendent peut-être effectivement qu'une seule chose, c'est qu'un candidat du Front National se présente dans ce secteur. Sylvain Grison, candidat du Front National, insiste pour cette campagne sur le thème de la sécurité. Est-ce que ça sera un thème de campagne pour vous également, ou il fait fausse route ? Rapidement, il va falloir très rapidement, si on prend les compétences du département, puisque chaque niveau, la sécurité, c'est à la fois l'État, c'est la compétence régalienne, et ce sont les communes de manière complémentaire. Le département a un domaine en termes de sécurité, parce que je pense qu'il faut être pédagogique et pas faire de démagogie, c'est la sécurité civile et notamment l'organisation des pompiers avec le SDIS, c'est-à-dire les services départementaux qui font un énorme travail d'ailleurs de sécurité civile, puisque ce sont les pompiers. Sur les autres sujets, là, c'est pas la bonne élection. Est-ce que vous êtes inquiet de la montée du FN sur le département et pour ces départementales-là, ou vous dites que finalement votre premier adversaire est encore l'UMP et que le FN c'est pas forcément une source d'inquiétude? Oui, je suis inquiet dans la mesure où il y a la question de la participation. Si la participation est faible, et pour moi la participation est toujours trop faible en démocratie, à ce moment-là, ça fait grandir même artificiellement le Front National. Le Front National fait des pourcentages élevés, et d'autant plus élevés que la participation est faible. Et après les semaines que nous venons de vivre, où on s'interroge sur les libertés d'expression, mais le lien aussi entre liberté et égalité, et le lien entre égalité et fraternité. On voit bien que sur ce sujet, on a besoin d'avoir des citoyens actifs, des citoyens qui s'expriment. Et moi, je voudrais parler aux Guyancourtois et aux Inimantins en leur disant, si vous ne confirmez pas la présence d'une voix progressiste, d'une voix libre au conseil départemental, d'autres choisiront à votre place. Soit dans le cadre d'une majorité hégémonique. Vous êtes surtout inquiet de l'abstention. Voilà, soit dans le cadre de l'extrême droite. Et l'abstention viendra renforcer ça. Donc mon seul adversaire, c'est l'abstention. Ça semble être aussi le seul adversaire du dernier candidat déclaré sur le canton de Montigny, union du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts, Olivier Pareja, élu de votre majorité municipale également. Il forme un binôme avec Émilie Germain-Védrenne. Il nous explique pourquoi il se présente, c'est notamment pour faire barrage à l'UMP et au FN. On l'écoute. Je pense qu'il est clair qu'entre la politique menée aujourd'hui par le gouvernement et donc le Parti socialiste dont se réclament par exemple François Deligny et Sandrine Grand-Gambe, cette politique-là fait qu'un certain nombre d'électeurs ne se déplacent plus pour les élections. Et donc notre objectif est bien d'arriver à mobiliser les abstentionnistes, principalement les abstentionnistes de gauche, en proposant quelque chose qui puisse leur montrer que dans la politique économique, dans la politique qui mène ou pas vers l'austérité, il y a des alternatives. Donc ce sur quoi nous on voudrait insister, c'est clairement deux choses. C'est insister sur la politique sociale du département. C'est quelque chose qui ne doit pas être juste le supplétif d'une politique, mais qui doit être vraiment quelque chose sur lequel le département doit prendre toute sa part. Et par ailleurs, la deuxième partie avec le social, c'est bien entendu l'écologie. Et dans le département aujourd'hui, peut-être pas demain, mais aujourd'hui, il y a encore des compétences en termes d'aménagement du territoire, en termes de développement des transports, en lieu et place, par exemple, des milliers de kilomètres de routes que nous avons dans le département. Le pari de présenter un binôme Front de gauche Europe Écologie Les Verts pour mobiliser les abstentionnistes de gauche, c'est un pari risqué selon vous ou c'est bien vu ? Moi, je pense que c'est la volonté des candidats qui viennent de s'exprimer, de pouvoir exprimer, on voit bien, là, il y a plus la politique nationale d'ailleurs qui apparaît, avec un point que je partage complètement, c'est par rapport à la politique sociale du département, puisque ça, je me suis exprimé dans les mêmes termes tout à l'heure. Par contre, moi, je dirais une idée simple. Au deuxième tour, il est essentiel qu'au-delà de nos sensibilités différentes, tous ceux qui sont progressistes, qui veulent, comme ça vient d'être dit,
que l'action sociale du département soit forte et qui veulent un département qui ne soit pas seulement à droite ou à l'extrême droite, mais où les forces progressistes puissent s'exprimer, se rassemblent. Et donc je profite de l'antenne pour dire, mais je suis sûr que ça se fera. Je ne vois pas d'autres... Le Front républicain ? Ah bah, c'est même pas un Front républicain. Vous serez capable c'est un rassemblement. À appeler voter UMP s'il y a un second tour UMP Front National, par exemple ? Il n'y aura pas de second tour. Mais s'il y en a un ? Il n'y en aura pas. Et par contre, s'il y a un second tour PS, vous appelez à... Laissez-moi donner mon message, s'il vous plaît. Mon message, il est beaucoup plus simple que cela. C'est de dire les différentes sensibilités de gauche qui sont présentes pour cette échéance, il faut qu'elles puissent se rassembler au deuxième tour. Et je ne doute pas que ça se fera, parce qu'il ne serait pas bon d'avoir un département uniquement bleu et bleu marine. Il est au contraire préférable d'avoir un équilibre. Ce département est trop ancré à droite. Et si, comme je viens de l'entendre, on pense qu'il faut pouvoir peser du côté de l'action sociale et peser du point de vue du département sur les services publics pour les habitants, à ce moment-là, on sera rassemblés. Mon dernier mot, c'est que c'est comme ça que j'ai travaillé au département pendant 7 ans. J'étais dans un groupe de conseillers généraux où il y avait une diversité des élus. Pourquoi vous n'avez pas réussi, du coup, pour ces élections-là, à vous rassembler dès le premier tour sur le canton de Montigny ? Au premier tour, il y a la volonté de certaines sensibilités de s'exprimer directement, ça a été dit d'ailleurs, y compris sur des sujets nationaux. C'est en toute liberté. Mais finalement, sur ce que j'entends, moi, sur le plan départemental et la nécessité d'avoir un rééquilibrage vers le social qui n'existe absolument pas, je ne doute pas qu'on se retrouvera au deuxième tour. Et sans attendre, vous voyez, moi je le dis sans attendre, je dis qu'il faut qu'on soit rassemblés, c'est-à-dire qu'au deuxième tour, il faut que l'ensemble des sensibilités progressistes soient avec le même objectif et rassemblés. Et rassemblés comme on l'a été pendant les 7 ans de travail. Moi je suis disponible pour les années à venir avec le même type de rassemblement. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci François Deligné d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à nos questions. L'hebdo politique revient dimanche prochain. Nous recevrons Pascal Durand, eurodéputé d'Île-de-France, Europe Écologie Les Verts. Bonne fin de dimanche à tous et bonne semaine. Merci à vous. L'hebdo politique.